très intéressant. Mhm. Non, juste, j'ai oublié Ouais, de démarrer l'enregistrement parce que des d'accord. copains. Oui, Des je stars disais de- je dis que Ouais. c'est passionnant de travailler avec les sportifs. Mais je trouve ce travail vraiment très enrichissant. Très enrichissant. Parce que comme tu disais, ils ont déjà perçu parfois qu'est-ce que c'est que cet instant de grâce qu'ils appellent, enfin ce moment où souvent ils te disent ah, j'étais comme sur un nuage, j'étais totalement dedans, il n'y avait plus rien qui existait, j'avais l'impression. Alors dans le golf, c'était particulier, parce que dans le golf, il faut maintenir la concentration sur 18 trous. Et un parcours de golf, ça peut durer à peu près 4 heures hein, par le petit bout. Donc, il faut que la personne elle soit capable de maintenir, tout en ayant peut-être des phases où elle sort de cette bulle, rentrer et ressortir voilà, la gestion du temps importante dans ce sport-là. Et ce que nous apporte l'hypnose, justement, c'est cette distorsion, c'est-à-dire de laisser, d'être totalement dans l'instant présent. Est-ce que je sais pas, je te Ouais, ouais. vois. Ouais, bien sûr. Non, non. Et dans ces cas-là, quel type de technique tu allais utiliser, par exemple? Est-ce que, euh, est-ce que la personne, quand elle est en hypnose, tu vas lui faire des suggestions directes, ou est-ce que tu vas la faire bouger en hypnose pour refaire les mouvements, Alors, j'ai fait les deux. les deux, ouais. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Et, et les fois où enfin, où je le faisais pas dans le mouvement, parce que c'est vrai que ma formation initiale n'était pas plutôt une formation, j'allais dire, vraiment comme on enseigne souvent l'hypnose ericksonienne, on ne bouge pas, etc. On n'est pas mais ce qui était assez curieux d'observer, effectivement, c'est que même la personne assise, elle avait des mouvements dans les mains. Tu vois, par exemple, pour le golf, je voyais la personne qui actionnait son poignet exactement comme si elle armait son poignet pour faire le swing, tu vois. Y avait des choses comme ça. Mais c'est vrai aussi que j'ai essayé, ça c'était avec ma fille, j'avais essayé de le faire sur le terrain. Vraiment de le tester sur le terrain. C'est Tiger Woods d'ailleurs qui disait, enfin moi je l'ai entendu dire, je ne sais pas enfin, si c'est vrai ou pas, mais que son père qui était finalement son coach à Tiger Woods, qui était militaire, l'avait formé très petit à l'auto-hypnose. Mhm. Ceci explique peut-être cela. Voilà, dans sa capacité à garder le mental tout au long du parcours. Je voulais faire une parenthèse. À midi, j'écoutais brièvement les informations et il y a, c'était hier ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus, la championne olympique de snow, enfin, non, de descente, je ne sais pas, Perrine Lafont, je ne sais pas exactement quelle est sa spécialité. C'était très intéressant d'écouter ce qu'elle a dit aux journalistes. Il y a 4 ans, elle était médaillée olympique, elle a eu la médaille d'or. Elle avait déjà une première participation 4 ans plus tôt où elle était très très jeune, hein, je crois qu'elle n'avait pas 16 ans. Et elle avait dit, elle était arrivée 12e, elle avait dit de toute façon, dans 4 ans, je reviens, je serai sur le podium. Et quand on écoute ce qu'elle disait quand elle a eu la médaille il y a 4 ans, elle disait pendant ces 4 ans, je me suis dit, je serai sur le podium, je serai sur le podium, je serai sur le podium. Et je suis venue pour être sur le podium. Tu vois la suggestion. Et Mhm. là, ce qui est intéressant, c'est que donc, malheureusement pour elle, elle est arrivée 4e. Elle a fait une erreur. Donc, évidemment, déception, grosse déception. Et les journalistes l'interrogeaient. Et alors, ils lui disaient, mais pourtant, vous êtes entraînée, etc. Oui, oui, oui. Et alors, comment vous vous expliquez cela? Alors déjà, elle a dit qu'elle avait fait une chute en décembre, dont elle avait du mal à se relever énormément. Il avait fallu qu'elle se remotive. Et puis après, en janvier, elle a eu une compétition où elle est tombée sur les juges et elle a dit, les juges ne m'aimaient pas. Les juges m'ont saqué. Mhm. Et comme on fait exprès à la compétition, il y avait un de ces juges. Et elle s'est dit, oulala, elle a dit, oulala, ça ne va pas passer. Mhm. Alors, et là, j'ai dit, tu sais, toi, enfin, peut-être le commun des mortels passera à côté, mais nous, on entend vraiment la suggestion qu'elle s'est faite. Négative, ouais. La Mhm. suggestion négative, parce que finalement, elle avait tous les atouts, troisième, quatrième, enfin, c'est la plus mauvaise place, mais en tous les cas, on entend vraiment de quelle manière elle s'est programmée finalement. Elle s'est Mhm. sabotée finalement. Ouais. Voilà. Et c'est assez étonnant d'ailleurs sur des sportifs comme ça de haut niveau qui quand même travaillent leur mental. C'est quand même assez surprenant. Mhm. Je me suis dit, elle a un coach qui n'était pas à la hauteur. Peut-être, je ne sais pas, parce que s'il n'a pas entendu qu'elle se disait, oh là là, c'est le même juge et il va me saquer, ben, elle s'est sabotée toute seule. Hein, s'est sabotée, ça paraît évident hein, dans son discours.
les représentations qui en découlaient. Voilà, donc je ne sais pas, je laisse… D'ailleurs, j'aime bien travailler, j'ai dit, avec les sportifs. C'est dommage quand j'en ai pas, je regrette vraiment parce que c'est vraiment excessivement enrichissant, passionnant, travailler avec eux. Ne serait-ce que par déjà découvrir un sport qu'on ne connaît pas, déjà, et aussi cette implication qu'ils ont à se dépasser. Voilà. Et vous autres, vous avez des expériences aussi? Oui, moi j'ai accompagné, j'ai la chance d'avoir une nièce qui est championne de surf. Elle était même vice-championne du monde de surf acrobatique. Et donc, j'ai eu la chance de l'accompagner ici, c'est le pays du surf, donc sur le terrain, dans les dunes, carrément. Et je trouve un point commun entre les sportifs et les musiciens. Je trouve qu'ils sont plus faciles, en effet, à accompagner en hypnose parce que sûrement, ils pratiquent l'hypnose, comme tu disais, Brice, dans le sport ou quand ils pratiquent la musique. Et je trouve que les sportifs de haut niveau, à mon avis, ce que je dirais, c'est qu'ils ont vraiment une proximité avec leur corps. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et le corps. Donc, pour répondre aux questions, quand on fait les submodalités, par exemple en PNL, c'est très facile d'accès. Et en plus, ils ont un accès très facile à la visualisation. Parce qu'ils doivent faire ça certainement naturellement ou avec leur coach en mode auto-hypnose. Et c'est-à-dire que quand ils interviennent sur une compète, ils ont déjà gagné dans leur tête, en fait. Et donc, le boulot, il est déjà fait. Il n'y a plus qu'à le remettre d'une certaine façon. Donc, moi, j'ai travaillé avec ma nièce. La première fois, c'était dans les dunes, en panique totale, parce qu'elle avait eu, le mois d'avant sa compète, une très mauvaise expérience en Indonésie sur une vague qu'elle avait prise. Il y avait eu un coup de panique, je crois, avec des requins. Elle a pris une vague, elle s'est vue mourir. Et donc, après, elle s'est mise à avoir peur de la vague, ce qui est assez handicapant pour un champion de surf. Donc, dans les dunes, on s'est isolé. Je lui ai fait une série de MDR, déjà par rapport à la vague, parce qu'elle ne voulait plus y aller. Il y avait son coach qui lui mettait une pression de dingue, ce qui n'arrangeait absolument rien. Et puis après, donc, elle y a pris goût. Après, donc, je faisais de l'hypnose donc, dans les dunes, mais vraiment avec beaucoup plus de PNL et avec un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quelle était la plus belle vague qu'elle avait faite, qu'est-ce qu'elle ressentait, où est-ce qu'elle le ressentait, qu'est-ce que ça lui donnait comme émotion, et qu'à ce moment-là, elle voulait tout arracher. Et donc, on cotait sur une échelle de 0 à 10 à chaque fois, on ancrait, on fermait les yeux. Des choses assez simples, assez efficaces. Mais c'est peut-être la force du sportif, c'est qu'on peut être efficace et simple parce que c'est direct, il peut vite partir en état d'hypnose et surtout en visualisation. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé le plus. Quand tu parlais d'ancrage, moi j'ai beaucoup travaillé aussi, que ce soit avec le pistolet. Alors pour elle, l'ancrage, c'était vraiment dès qu'elle tendait le bras tendu, armé. Et dans les golfeurs, pour certains, c'était à partir du moment où il y avait ce mouvement de flexion des poignets. Et c'était vraiment l'ancrage où il y avait tout leur pouvoir finalement, qui était disponible. Et tu parlais aussi de PNL. Moi, au début, parce que j'ai commencé par la PNL, j'ai beaucoup travaillé sur les submodalités, les métaprogrammes et tout ça, avec des sportifs. D'ailleurs, j'avais fait un travail, le mémoire pour le master, c'était justement sur les stratégies d'excellence, enfin l'excellence, mais l'automodélisation, c'est-à-dire j'avais pris sur une même personne, quelle était la différence entre le moment où le joueur était au top, il réussissait, et le moment où, au contraire, il doutait de lui et il ratait. Pour faire exactement le parallèle, j'allais dire la différence très très fine, autant dans les submodalités que dans les métaprogrammes, que dans tous les indices, pour essayer justement que la personne rentre là-dedans. Bon, c'était vraiment très, très coupé petit. Avec l'hypnose, on n'a pas forcément besoin de décortiquer tout ça de manière aussi fine, mais c'est vraiment un travail aussi, comme tu disais, ce que tu recherchais, c'est toutes les fois où elle avait réussi et que tu ancrais chaque fois, c'est un petit peu dans la même direction. Ouais, son plus grand plaisir, sa plus grande force, sa plus grande victoire, vraiment coaching. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a des bien volontés et ça fonctionnait à chaque fois. Empiler les sensations. Oui.
Et alors, c'est vrai qu'en plus, on peut se servir la vague. Il y a la couleur, il y a le bruit, il y a la force, il y a la puissance. Donc, on peut vraiment faire plein d'ancrage avec toutes les sensations. Donc, oui, c'est des belles séances. Marc, toi, tu as eu pas mal de sportifs, je crois, à suivre. J'ai travaillé avec des sportifs, mais pas énormément en hypnose. J'ai travaillé avec aussi Ronan Lafay, qui lui a un passé d'hypnothérapeute, mais qui travaille beaucoup sur la méditation. Il suit des sportifs de haut niveau en tennis. Hein. Il a suivi Gilles Simon, il a suivi. Moi, je l'ai accompagné une fois sur Corentin Moutet. Enfin, plusieurs fois, on a pas mal discuté, notamment sur les notions de flow, d'hypnose. À l'époque, d'ailleurs, je n'avais pas du tout compris que le flow, c'était l'hypnose, parce que j'avais jamais fait, j'avais jamais étudié l'hypnose avant. Mais là, du coup, après les recherches, effectivement, on voit même les imageries. Il y a des articles sur le flow et des imageries sur le flow. Et en fait, on retrouve des points communs énormes, bien évidemment, avec l'hypnose. Et lui, il travaillait énormément. Alors d'abord sur la concentration, le flow, Alors après, il faut définir ce que c'est que la concentration. C'est facile de dire concentre-toi, un sportif, et en particulier au tennis où c'est très très fluctuant. Il y a des arrêts, il faut reprendre. L'adversaire essaye même, si par hasard le sportif était parfaitement dans le flow, de casser ce flow parce que c'est aussi un jeu mental entre les deux sportifs. Et donc, la concentration, en fait, il travaillait beaucoup sur la respiration aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il fait déjà souffler le sportif, trouver le souffle au bon moment. Et en particulier au tennis, il fait souffler très souvent au moment où la balle rebondit du côté du joueur qui va jouer. Au moment où la balle rebondit, le joueur souffle et doit relâcher en même temps totalement tout son visage, tout son corps doit être complètement comme d'une totale fluidité ça évite les blessures, ça permet aussi d'avoir plus de vitesse, hein, tout en étant complètement fluide au niveau des articulations. Alors, il va concentrer le travail parfois sur le poignet uniquement. Il va travailler sur parfois la langue uniquement, ça paraît bizarre, mais il va demander aux sportifs de jouer en se concentrant que sur sa langue. On sait que, par exemple, c'est vrai qu'avec l'adrénaline, il y a des phénomènes de sécheresse ou de gêne. Si la langue reste complètement souple et complètement, je vais dire, humide, ça veut dire qu'il y a un état de tranquillité. Donc, il essaye de travailler différentes zones, mais à chaque fois un seul point. Il va faire bouger dans la séance la concentration sur différents niveaux. Mais la fondamentale sur laquelle il essaye vraiment de faire travailler le sportif pour qu'il acquiert cette notion entre inspiration, expiration au bon moment, notamment au niveau du tennis. Alors lui, il travaille aussi beaucoup sur le golf. Là, du coup, moi, je l'ai jamais vu. Mais au tennis, c'est vrai que ça fait partie des démarches. Le mental prend de plus en plus d'importance parce qu'en fait, au niveau physique, les joueurs sont tous d'un niveau incroyable et ça va se faire sur le mental. Et des joueurs comme justement Djokovic, lui, il fait de l'auto-hypnose de manière régulière, semble-t-il, avec des horaires chaque jour. J'ai vu qu'il s'était formé à la méthode de Wim Hof, Djokovic, à Iceman, là, à la respiration. Il s'est formé, il est allé se former avec lui, à se mettre dans l'eau glacée, etc. C'est moi qui nage dans l'eau à 0 degré. Là. Ah ouais. Et oui, il fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, méditation. Ouais, ça mêle le pranayama, ça mêle des techniques d'auto-hypnose et ça mêle des techniques de visualisation, plus aussi de développement. Enfin, il a beaucoup aussi travaillé progressivement la résistance au froid pour lui-même, hein, tu vois. Oui. Mais ce qu'il arrive à faire est assez intéressant. Ouais. Mais le premier truc qui me semble intéressant, moi, il y a deux choses par rapport à… Alors, j'ai une anecdote, c'était Schumacher qui était un coureur
pas meilleur qu'un autre. Quand il s'est mis à l'auto-hypnose, il est devenu numéro 1. Et alors, on m'a raconté, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il était tellement hyper réceptif que quand il finissait la course, tu sais, pour les mettre dans la Formule 1, le volant, il se clipse. Tu ne peux pas rentrer tellement c'est serré, quoi. Et en fait, lui, il restait bloqué sur le volant. Et les mecs, ils étaient obligés de lui déclipser le volant et de sortir avec son volant accroché à ses mains, tu vois. Il n'arrivait pas à sortir de la transe, quoi. Et en fait, le subconscient, comme il réagit au millième de seconde, bien plus rapidement, il y a des notions de 1/3, voire 2/3 de seconde entre les réactions, entre la différence entre une réaction subconsciente automatisée et une réaction consciente, en termes d'anticipation du subconscient. Comme il était hyper focus, du coup, il avait un état on va dire de réceptivité et puis surtout de réflexe phénoménal, quoi. Et donc une catalepsie, on peut dire, sur le volant. Complètement. Ah ouais, il était tellement en transe qu'il ne sortait pas de la transe une fois qu'il avait fini la course, quoi. Un truc qui est intéressant, le premier truc, tu vois, moi, je m'aperçois déjà, les sportifs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont disciplinés. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ils sont disciplinés pour l'auto-hypnose, etc. Et ça, c'est des super candidats. Deuxièmement, comme ils font de l'hypnose sans le savoir, entre guillemets, parce qu'ils connaissent cet état, mais ils ne savent pas le nommer, ou ils le font de façon totalement intuitive. Par exemple, en escalade, les gens, en fait, l'ancrage, c'est le sac à magnésie. Quand tu es dans une difficulté, tu te mets à respirer et tu mets de la magnésie, même si tu n'as pas les mains mouillées, mais c'est juste parce que ça te permet de te concentrer. Et après, quand tu répètes une voix, comme une voix, ça peut faire 30 mètres, donc il peut y avoir 80 mouvements, tu vois. Du coup, en fait, tu fais les mouvements comme ça, visuellement, et tu répètes ta séquence, yeux ouverts, yeux fermés, peu importe. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand, dans les mouvements durs, tu dis mentalement que des suggestions clés, c'est-à-dire fort, ou bien tu te concentres kinesthésiquement sur la tenue de la prise, ou bien etc. Et ça, c'est que des techniques qui sont totalement intuitives et que j'ai ramassées auprès de tous les copains grimpeurs, tu vois, au fur et à mesure. Et quand j'avais fait cet atelier, j'avais fait un truc rigolo, j'aurais dit, OK, je vous mets en transe, je vous fais grimper, et toutes les 3 prises, la main droite va glisser. Non, c'est pas possible et tout. Et en fait, toutes les 3 prises, en fait, comme ils étaient en transe somnambulique, la main droite glissait. Ou après, toutes les 5 prises, c'était le pied gauche qui tombait à chaque fois, tu vois. Et l'idée, c'était de montrer que, en fait, quand le mental crée des suggestions négatives, ça a une influence sur le corps. Donc, du coup, le principe de l'hypnose, c'est que, de façon positive, tu vas pouvoir t'auto-suggérer. Mais en fait, c'était un public qui était déjà convaincu parce que quand tu leur expliques, quand tu leur demandes comment est-ce que vous concentrez des fois, ou bien des fois tu sors une voix, tu ne sais pas comment tu as fait, tu étais tellement dans le rouge, physiquement tu n'arrivais pas à la faire, mais mentalement tu t'es surpassé. L'escalade, c'est très dynamique, il y a beaucoup de jetés, de trucs qui sont totalement aléatoires. Donc, ils te disent, je ne sais pas, je me suis senti comme une boule d'énergie, ou je me suis visualisé que j'avais la prise, ou bien j'ai crié. Tu vois, et en fait, c'est que des stratégies d'autosuggestion. Et il y a un mec qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Alors, c'est dommage parce qu'il est mort assez jeune, il avait 55 ans. C'est un mec qui s'appelle Steven Heller. Steven Heller, il a écrit un livre, je vous l'enverrai en PDF parce que c'est quand même un truc sacrément intéressant. Ça a été un mec qui a bossé au tout début de la PNL avec Grinder et qui a bossé donc à la fin d'Erickson. Et c'était un psychiatre. Et moi, j'ai un séminaire en audio de lui, plus son bouquin qui s'appelle Monstres et baguettes magiques. Ah oui. Ça a été un gros best-seller de l'hypnose à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu une vision très personnelle, ni de la PNL, ni de l'hypnose érectionnelle. Il a créé un truc. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, il raconte comment il entraîne des mecs qui font du baseball. Et le baseball, c'est pareil. Enfin, moi, je ne comprends rien aux règles, mais c'est hyper psychologique, quoi. Il y a des temps morts, il y a des temps où ça court, il y a des temps, puis c'est long les parties de baseball. Et lui, il expliquait qu'en fait, quelle que soit la stratégie qu'il adoptait, déjà, la première étape, et ça vient vraiment de ce qu'on appelle les ego strengthening de Heartland, c'était la confiance. La confiance du sujet, la confiance du patient, quelle que soit la pathologie. Et lui, il n'avait pas que des sportifs, mais il avait des patients qui voulaient arrêter de fumer. Et en fait, c'est la confiance en tout
les changements du subconscient. Et Hartland, quand il a développé, je vous la fais courte parce que c'est une petite anecdote historique, mais Hartland, c'était donc un médecin britannique qui était un médecin généraliste. Et ça a été vraiment la référence de l'hypnose médicale dans les années 50-60 en Angleterre. Et lui, il avait très peu de temps parce qu'il avait beaucoup de patients par jour. Et comme il n'avait pas le temps de faire de l'hypnothérapie vraiment longue, du coup, il leur donnait que des suggestions générale, directe, positive. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez développer tous vos talents, toutes vos capacités pour gérer ces difficultés, quelle que soit la maladie. Et après, un peu à la Liébo, il donnait on va dire des suggestions générales, le corps se rétablit, le mental, etc. Et rien qu'en faisant ça, comme on va dire 80% de sa consultation en médecine générale, c'était quand même du psychosomatique, il avait déjà des très bons résultats. Et puis après, quand il a eu un poste alors je ne sais plus, je crois que c'était à Liverpool, en psychiatrie, là, il avait le temps de faire de l'hypnoanalyse. Et en fait, il a fait des études et il a déterminé que tous les patients qui avaient eu plein de séances d'ego strengthening strictes, plus des patients sur lesquels il avait fait des séances de 2 heures avec de l'hypnoanalyse, avaient des résultats similaires. Et donc, dans ces hypnothérapies, il a toujours gardé ensuite cette suggestion directe en disant, voilà, vous avez les capacités en vous, vous avez la confiance en vous, etc. Et ça, c'est un premier truc. Et après, Steven Adler, ce qui était intéressant, c'est dès qu'il avait des sportifs ou bien des gens qui avaient des pathologies, je pense à des douleurs, il leur demandait toujours, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit pire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un échec? Comment est-ce que vous pouvez louper toutes vos balles au baseball? Alors, le mec, il disait, par exemple, je ne sais pas, si je suis stressé. OK, d'accord. Deuxièmement, si je pense à, je ne sais pas, ce que je vais faire demain, OK, etc. Ou de la même façon, qu'est-ce qui vous crée, qu'est-ce qui empire vos douleurs? Et en fait, lui, il explique que dans le process du subconscient de n'importe quel patient, on ne sait jamais finalement quelle est sa métaphore de la guérison, quelle est sa croyance, quel est son niveau de réalité de son subconscient et quel est même son fonctionnement par rapport à cette pathologie. Et il disait, la seule façon de le déterminer, plutôt que de partir dans quelque chose vers la guérison, c'est finalement d'accentuer le côté négatif, parce que comme ça, je comprends réellement quelle est la stratégie de l'échec qu'il adapte. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir évidemment avoir un effet miroir et jouer sur tous les éléments qui accentuent la pathologie. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Par exemple, quelqu'un, un gros fumeur, comment est-ce que vous pourriez être encore plus fumer davantage? Qu'est-ce qui vous permettrait de fumer davantage? Si j'étais encore plus stressé, si je sortais encore plus, si, etc. Et donc, ça te donne en fait la liste de tous les, on va dire, de toutes les croyances liées, comme tu disais, Sandrine, au tabagisme et ce qui te permettra dans le sevrage d'adopter des stratégies intéressantes. Je travaille toujours sur ce que j'appelle les éléments perturbateurs ou les éléments qui viennent renforcer la problématique. Tu vois, c'est tout à fait ça. Je les introduis dans le… Par exemple, sur un sportif, mais prendre l'exemple du sportif puisqu'on parle du sport, hein, mais par exemple, moi j'avais demandé à la personne qui tirait au pistolet qu'est-ce qui pouvait perturber son tir, etc. Eh ben, le score des adversaires, bien sûr. le bruit extérieur, la présence de sa famille. Mmh. La présence de sa famille et de son père en particulier, parce qu'elle voulait qu'il soit fier d'elle. Tu vois, tous ces éléments, après, petit à petit, moi, je les avais réintroduits de manière à ce que dans sa bulle, elle percevait absolument rien. Il n'y avait rien qu'elle qui existait. Il y avait, voilà. C'est important d'ailleurs, parce que sinon, on crée un monde un peu utopique, j'allais dire, où tout est parfait, mais finalement, c'est jamais parfait, parce que dans le golf, il peut y avoir un adversaire, comme disait Marc tout à l'heure, qui essaye de déconcentrer le joueur. Il peut y avoir le vent qui souffle, il peut y avoir la pluie qui tombe, il peut y avoir plein d'éléments perturbateurs et il est important de les prendre en compte. Oui, il y a une question moi, que je pose, c'est qu'est-ce qui vous, sur la détermination de l'objectif, parce qu'elle est fondamentale dans le sport, c'est qu'est-ce que je veux dépasser, quelle est la performance que je veux faire et ce que je veux atteindre. Donc ça, elle est hyper importante, il faut qu'elle soit précise. Et la question que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ça? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ça aujourd'hui? Bien souvent, 9 fois sur 10, c'est la peur. Hein.
c'est une peur, c'est la peur. Alors là, donc super, donc je reviens avec mon EMDR, donc ça c'est gratiné parce que la peur, et du coup, elle est à combien sur une échelle de 0 à 10? Bah, admettons, elle est à 8, et si elle est à 2, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, etc. Et donc, ouais, ce questionnement est très, très important, et c'est vrai que la détermination d'objectifs, c'est là où elle prend tout son sens. Je vais vous montrer une vidéo. Alors j'avais fait un séminaire en Suisse là, pour Omni. C'était sur les inductions historiques. Et à la fin, il me restait du temps. On m'avait demandé une démonstration d'hypnose, entre guillemets, dite de spectacle. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, la personne, quand tu es en transe somnambulique, au bout d'un moment, plutôt que de faire des jeux débiles du style je te colle les mains, les machins, les trucs, etc., quand elle est dans ce rêve éveillé, je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais vivre comme rêve. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il m'avait dit alors sauter à l'élastique et après faire du parapente ou sauter en parachute, etc. Et je l'avais filmé. Et je vais vous montrer les vidéos. Et ce qui était génial, c'est qu'en transe somnambulique, déjà, bon, tu es hyper actif. Et puis surtout, j'avais failli me faire avoir parce que le mec, vous allez voir, au moment où il s'imagine qu'il saute en élastique, il s'était jeté comme une crêpe par terre, tu vois. Et c'est là où tu te dis, dans le rêve éveillé, il est vraiment comme quand tu rêves la nuit, c'est-à-dire dans sa réalité. Et cette réalité, elle est nourrie uniquement par la suggestion. Alors, je vais vous le montrer parce que c'est rigolo à voir. Et après, pareil, quand vous avez du parapente ou du parachute, je ne sais plus, enfin, tu le vois qui est complètement… Alors, je vais le sortir. Voilà. Alors, je ne vous montre pas la démo d'induction, enfin, tout le début. J'avais mis la cravate, dis donc, là. Tu as vu la classe, hein? Ah ouais, ouais, ouais. C'est la première fois que je te vois avec la cravate. Donc là, il est en transe. Alors, le son est pourri, hein. Alors, non, là, attends, j'avance. Là, je vais à stop, stop, go, là. Ah, voilà. Un saut à l'élastique, ça c'est impeccable. C'est comme ça. Impeccable. Tu vois. Ouais, c'est juste au bord, tu fais gaffe, je te tire. T'as pas envie de baudrier, vas-y, tu te prépares. Ok. Allez, vas-y, enfile le baudrier. Un peu. Super. Les élastiques, ok, tiens bien. Je veux par les pieds ou par la taille? Ouais, les pieds. Voilà, lâcher les pieds. Ça va? On est bien approché. Hein. Il y a 300 mètres. Hein. Ça va, on a 200 mètres d'élastique, ça va aller. Ok. Ok. Fais marrer. Et tu me dis quand tu te sens prêt. Tu as beaucoup de sensations. Allez là, respire. Et alors, ce qui était rigolo… Ok, attention, au bout d'un moment, tu vas sentir l'élastique. Okay. Et là, tu as les pieds qui remontent. Tu remontes, il va y avoir 2-3 rebonds. Hein. Okay. Allez. Alors, c'est des sensations? Alors, après, je vous en montre une autre où quand il avait fait… Alors là, il voulait… c'était la suite. Je crois qu'il voulait faire du parapente. Alors, attends, c'était quoi? Ah, voilà, c'est ça.
Heureusement que tu étais là pour le retenir quand même. Hein. Ah bah ouais, sinon il serait parti, il serait Ah, écrasé. il partait sur la table là. Hein. 2 mètres. Ok, c'est parti, je t'approche. 1, 2. Allez, pour un peu, pour un peu, pour un peu, pour un peu. Alors attends, tu vois pas sur l'écran? Alors attends. Ah voilà, c'est bon. Donc là, je lui dis, tu fais du parapente. D'accord, ok, comme tu veux. Allez. Un truc basique. Je propose parapente. Ok, allez, c'est parti. La combinaison, vas-y. Ok, c'est parti, je t'approche. 1, 2. Allez, pour un peu, pour un peu, pour un peu, pour un peu. 1, 2, 3. Allez, wouh! Ah. Vas-y, un peu à gauche. Tu veux bien, Voilà, ça c'est toujours rigolo de voir. Enfin, moi, je suis toujours fasciné par la transe somnambulique, quoi. Aussi bien professionnellement, tu vois, au cabinet, en street ou en machin, parce que tu te dis, waouh, c'est vraiment la magie de l'hypnose et la magie du cerveau, quoi, que tu arrives à faire rêver dans la journée et la personne, elle a les yeux ouverts et elle est dans son parapente, elle est, etc. Et c'est pour ça que je te posais la question, savoir si tu faisais dans les hypnoses comme ça, bouger les gens. Parce que alors je sais plus, c'était pas Madel Rieux, parce que je sais que Madel Rieux, il avait travaillé sur l'équipe de ski, mais il y avait eu un autre hypno, mais il y a longtemps, dans les années 70, qui avait bossé avec l'équipe de France de descente. Et j'avais eu l'info où en fait, il racontait que alors, en plus, dans les années 70, c'était l'hypnose de spectacle, hein, l'hypnose directe. Hein, tu vois, l'hypnose ericksonienne, on ne savait même pas que ça existait, quoi. Et le mec, c'était vraiment, bon, tu dors, tu as les yeux ouverts, tu descends, etc. Et le mec, il les faisait faire des descentes à fond en auto-hypnose, donc en transe somnambulique. Les mecs, ils avaient des yeux comme ça, ils étaient comme ça. Après, il leur faisait visualiser la descente et il nourrissait que de suggestions du style que de la confiance dans le corps et que des sensations, c'est-à-dire tu sens les appuis, l'accélération, les prises de risque, des prises de carbe, tu vois, et que des trucs comme ça. Et après, en un second temps, une fois qu'il avait travaillé sur le corps uniquement, il travaillait sur, entre guillemets, ce qu'il appelait l'esprit, c'est-à-dire la confiance pour être zéro inhibition le jour de la compète, apprendre l'auto-hypnose et surtout la visualisation. Ils apprenaient l'auto-hypnose et en auto-hypnose, ils revisualisaient le truc, tu vois, en se disant gauche, droite, droite, gauche, j'appuie, on les voit faire des fois d'ailleurs. Bien sûr, ah oui, oui, complètement. Les skieurs, quand, avant le départ, ils sont là en train de faire des mouvements comme ça. Ils font ça. Alors, Et je pense que, j'allais dire, au-delà de ces techniques-là, qui sont vraiment des techniques simples, mais qui prennent du temps, hein, parce qu'il faut déjà avoir un bon niveau de transe somnambulique. Ensuite, il faut que les gens apprennent l'auto-hypnose, etc. Je pense, enfin, moi, j'avais lu quelques bouquins, tu vois, sur hypnose et sport. Ça n'allait pas au-delà, quoi, tu vois. Je trouve qu'il faut rester dans des techniques assez simples, mais par contre, plus sur des niveaux de transe, j'allais dire. Tu vois, par exemple, il y a eu le bouquin là, de Jonathan, il est niçois, là, un mec qui a fait le STAPS là, à Nice, Jonathan Bellegrou, là, qui a… Je l'avais passé, ce bouquin. Ouais, sur auto-hypnose et sport et tout. Mais bon, c'est de la PNL. Voilà, c'est ça. Exactement. Auto-hypnose, performance sportive. Mais c'est vraiment des techniques de PNL, mais seulement il n'y a pas la transe, tu vois. Et donc, du coup, si tu n'as pas la transe, tu ne peux pas avoir des ancrages. Il y a quelques années en arrière, il y avait Anthony Giraud aussi qui avait fait pas mal, qui avait écrit pas mal de livres sur moi. Au départ, je m'en étais inspirée quand je faisais que de la PNL. Ouais. C'est de la PNL. Après un PNL, tu as des gens qui basculent en hypnose aussi, rien que par
Bien sûr. Ah oui, oui, bah, oui, tu peux Au imaginer, départ, visualiser, s'ils sont suggestibles, ils partent en transe, hein. Mais moi, l'idée que j'en ai quand même, c'est qu'au plus ces techniques-là, elles sont faites à des stades de transe profonde, au plus le corps, l'esprit automatise les phénomènes parce qu'il n'y a plus du tout de conscient, il n'y a que du subconscient là comme réponse, hein, automatisé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que moi, le bouquin de Jonathan Malebrouge, il est bien, mais il est très technique. Et je pense qu'au plus tu fais simple, au plus ça fonctionne. oui. Tu vois. Alors, je te dis simple, ce n'est pas forcément facile parce qu'il faut répéter, il faut avoir des bons niveaux de transe, il faut que la personne, etc. Mais à mon sens, ça ne sert à rien de rentrer dans des protocoles ou même une modalité des machins. Non, tu fais que de la suggestion directe, hein. Les mecs, il faut, de toute façon, ça va être tellement instantané, tellement rapide, ça va être tellement automatisé qu'il ne faut pas qu'il y ait des processus cognitifs trop élaborés, à mon sens, pour obtenir la réponse automatique, hein. Donc, mais c'est super intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'était la suggestion directe à partir des éléments que donnait la personne. C'est ça qui est très important. C'est pas parce que je sais qu'à NGH, ils ont tout un tas de protocoles, tu sais, avec même pour le golf, je les avais consultés. Donc c'est intéressant, on peut s'en inspirer, mais c'est quand même quelque chose. Si tu l'appliques comme ça, c'est pas, je sais pas, c'est pas du sur-mesure, hein. La personne, elle le vit, comme on disait tout à l'heure, dans son corps, elle le vit dans son esprit et tout ça. Donc, c'est important de reprendre les mots de la personne parce qu'ils correspondent à quelque chose pour elle. C'est à partir de ça que tu fais ces sortes de mantras, finalement. On répète pendant la séance et la personne, après, il y a souvent les gens ils te disent, j'entends encore votre voix, ma voix prend la place de votre voix et c'est comme un leitmotiv qui se répète. Mais peut-être que la force du sportif, c'est que quand on lui fait visualiser, quand on lui fait refaire l'opération, c'est parce qu'il l'a aussi déjà vécu plein de fois et de toutes sortes. C'est pour ça aussi qu'il y va bien volontiers. Et je dirais que la notion de performance, rien qu'en elle-même, la notion de performance, elle est transcendantale quand même. Et donc, je pense qu'on peut aller plus facilement dans la transe avec ce genre de notion. Tout ce qui est au-dessus de toi, qui te dépasse, c'est très hypnotique finalement. Il y avait eu d'ailleurs des études aussi de fait, parce que si on prend un sportif du dimanche et un sportif de compétition, quand le sportif de compétition travaille en hypnose, il va accrocher exactement les mêmes muscles et les mêmes mouvements que quand il pratique, alors que le sportif du dimanche, il a beaucoup plus de mal. C'est complètement flou. D'où l'intérêt, effectivement, de ce que tu dis tout de suite, c'est qu'ils ont l'habitude, le sportif de compétition va tout de suite se mettre, ressentir le corps de compétition, ce qui n'est pas le cas du sportif du dimanche. C'est vrai. Il a conscience de tout ce qui l'anime. Parce que bien souvent, ce sportif-là, justement, il a fait STAPS, etc. Donc, il sait exactement quel muscle est sollicité. Donc, il a vraiment une proximité avec son fonctionnement interne. Et ça, c'est ce qui fait que c'est agréable et direct pour lui. Oui, mais je pense qu'on peut aussi passer même sur un sportif du dimanche, comme vous disiez. On peut quand même, bon, évidemment, on n'obtiendra pas aussi vite et de manière aussi performante, mais la personne, elle s'identifie, si par exemple, elle s'identifie à un autre joueur, à un autre compétiteur, etc., par le fait de cette modélisation, de cet effet miroir, elle va s'approprier certaines choses et elle va pouvoir les vivre dans son corps. Et ça, c'est très, très important de passer justement par le corps pour que la personne s'approprie des sensations et qu'elle commence à les vivre. Un peu comme on faisait avec le comme si. Moi, j'ai une anecdote comme ça qui me revient. Ça, c'était ma fille quand elle était plus jeune, qu'elle faisait du karaté. Elle devait passer un grade, elle était assez douée. Et j'arrive un petit peu en retard à la compétition et j'arrive et je la vois complètement défaite. Elle me dit, maman, c'est fini, j'ai raté, j'ai tout raté, etc. Tout ça parce qu'on lui avait demandé de refaire des mouvements et on lui avait donné le nom français au lieu du nom japonais ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Évidemment, elle ne savait pas à quoi ça correspondait. Elle me dit, c'est fichu, j'y arriverai pas.
Et là, je l'ai pris à l'écart. À l'époque, je ne faisais pas d'hypnose, je faisais juste de la PNL. Et je lui dis, mais je lui ai demandé de prendre un exemple, un sportif qui réussissait, qui était un modèle pour elle. Et je lui dis, je suis passée par le comme si finalement. Je lui dis, observe comment il est quand il se présente, quelle est sa posture, comment est son port de tête, son regard, etc. Et petit à petit, elle est rentrée dans le jeu. Elle s'est appropriée, c'était juste quelque chose avant la compétition. Elle s'est vraiment appropriée. C'est comme si elle rentrait dans la peau de la personne. Elle est partie et elle était gonflée à bloc. Et ça s'est super bien passé puisqu'elle a eu une note excellente. Moi, je sais que passer par le comme si, souvent, permet à ces personnes-là d'aller au-delà de ce qu'elles auraient pu espérer faire, par de la répétition simple de gestes, par de l'entraînement simple. Elles vont sauter une étape. Elles vont sauter une étape, elles vont commencer à ressentir des choses qu'elles n'avaient jamais ressenties ou qu'elles ne pensaient pas pouvoir ressentir. Et ça va débloquer quelque chose. Enfin, bon, ça, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Après, je ne sais pas, peut-être que... je ne sais pas. Voilà, c'était juste que je voulais faire proposer ça, parce que j'avais remarqué que ça marchait bien. Bien sûr, on ne peut pas leur demander, si quelqu'un se met à jouer au golf à 40 ans, d'avoir le niveau d'un jeune qui commence, voilà, etc. Mais chacun a des objectifs à sa mesure, hein, de toute façon. Hein. Je parlais d'objectifs. La modélisation est toujours intéressante, aussi bien mentalement que physiquement. Mentalement, parce que c'est évidemment une source de motivation, d'avoir une idole, un mentor, un truc, etc., qui te pousse et ça t'oblige à te surpasser. Et je sais que, par exemple, tu vois, un truc intéressant, c'est que en Russie, tous les tennismen qui sortent des écoles, ils commencent je crois, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin petits, et ils les mettent en fond de cours derrière des grands qui jouent au tennis avec des raquettes, et eux, ils doivent refaire le geste derrière, dans le vide, tu vois. Et après, ils leur font regarder des matchs de tennis. Juste regarder des matchs de tennis en disant, imagine que tu refais les mêmes mouvements, tu vois. Et comme on sait que les neurosciences te montrent qu'il y a très peu de différence entre ce que tu fais, ce que tu vis et ce que tu imagines, ton cerveau, il se programme. Et il y a eu l'anecdote comme ça, à un moment donné, j'avais fait du karaté, je ne sais plus quel champion du monde, qui, pendant 2-3 ans, s'entraînait très peu et ne faisait que regarder des matchs, que des combats. Et en fait, son cerveau, en fait, par osmose, son subconscient comprenait des stratégies de déplacement, etc. Et ça, c'est aussi fascinant de voir à quel point aussi la modélisation, ça te permet non seulement de te dépasser, mais en même temps d'absorber plein de trucs. Et ça, tu le fais en thérapie. Hein. Quand tu vois des grands thérapeutes, même si tu ne vas pas refaire la technique, il y a un truc qui va te rester dans l'approche du patient, dans la gestuelle, etc. quoi. Alors, il y a un truc, je n'ai pas eu la réponse, mais à un moment donné, j'ai fait de la sophro en 95-96 et je faisais de l'apnée. Et l'apnée, c'est pareil, c'est un domaine où tu fais du pranayama, de l'auto-hypnose, enfin, toutes les techniques un peu méditatives de façon à contrôler. Et j'avais fait de la sophro. J'avais trouvé ça très, très rébarbatif parce que c'était toujours les mêmes exercices, c'était un peu chiant, quoi. Et par contre, la personne me disait « Ah, mais vous savez, on peut faire des choses extraordinaires. » Par exemple, lui, il entraînait beaucoup de marathoniens. À l'époque, il n'y avait pas encore les ultra-trails, les trucs comme ça. Ça devait être 95-96. Par contre, il y avait déjà les triathlons à Nice, style les Ironman. Tu sais, où tu cours, tu nages pendant 8 heures, etc. Et il me disait qu'en sophro, donc j'imagine qu'il fait la même chose en hypnose avec de la transe, lui entraînait les athlètes comme ça à déclencher des endorphines, à déclencher des hormones qui leur permettaient de lutter contre la douleur, de créer de l'adrénaline à des moments où il en fallait, etc. Et alors, je pense que c'est pareil, la sophro, quand tu étudies la sophro de Caicedo à la base, il faisait vraiment des trucs très, très bastons parce que c'était un super hypnotiseur. Et les vieux bouquins de sophro de Caicedo, tu le vois faire
des opérations sans anesthésie, des catalepsies, des aiguilles partout, des machins, tu vois. Et puis maintenant, l'approche qu'on en a, je pense qu'elle a été un peu édulcorée. Mais à l'époque, les sophros qui faisaient de la sophro dans les années 70, quand c'est arrivé vraiment d'Espagne, ils avaient vraiment des techniques d'hypnose et de transe profonde pour arriver à provoquer ce type de phénomène, tu vois, au niveau du contrôle de l'esprit sur le corps, quoi. Donc, ça, après, je ne l'ai pas retrouvé, tu vois, en hypnose. Et après, les bouquins d'hypnose sur, comme tu dis, la NGH, moi, je les ai, les bouquins américains faits par les coachs de tennis, les machins, etc. C'est plus la composante mentale, tu vois, qui prévaut plutôt que ce travail vraiment de travail sur le corps, tu vois. Il y a aussi, il travaille aussi maintenant sur le neurofeedback avec le sportif a un casque et par exemple, il va faire déplacer quelque chose uniquement s'il est parfaitement en onde alpha. Et il y a plusieurs sportifs qui peuvent s'entraîner et du coup, ils arrivent à générer au niveau cérébral un continuum d'ondes adaptées en fait au flow aussi. Donc, c'est aussi, il y a quelques laboratoires en France qui travaillent là-dessus. Et c'est vraiment aussi intéressant. Je pense que c'est sûrement du futur, mais ça se combine avec des notions d'hypnose, d'auto-hypnose aussi en même temps. Quelle technique? Moi, j'ai une technique, je peux vous la montrer si vous voulez, je peux vous la décrire si vous voulez, pour apprendre l'auto-hypnose aux patients. Qu'est-ce que vous utilisez? Parfois, oui. Parfois, moi, j'utilise l'auto-hypnose. Enfin, oui, moi, je leur apprends la spirale sensorielle. Ouais. Ou la vision périphérique aussi. J'aime bien la vision périphérique. Ouais. Alors, moi, Alors, juste avant, je vous montre une vidéo un peu dingue par rapport au contrôle de… Alors… Contrôle de l'esprit sur le corps. Donc, c'est vieille vidéo des années 50. We asked Britain's foremost surgeon to comment upon the demonstration. His explanation was given in the presence of Chapman Pincher, Daily Express science correspondent. Here is Chapman Pincher to report. You are going to see a man have a 28-inch sword thrust through his body without hurting him. This is no fake. Neither is it a miracle. It could probably be done to you if you were willing to submit to a different operation. My authority for saying this is one of Mais non. Alors, il y avait toujours le même opérateur, hein, parce qu'il fallait aller au bon endroit, tu vois. Il y a les poumons quand même, là, non? C'est pas possible, ça. Bon, il transpire un peu quand même. Qu'est-ce qu'il est, Non. Et là, boum, de part en part. Mais c'est pas possible, ça. Il y a des organes quand même dans une pipe, là. Ça me Après, dégoûte. passer en salle de radio. Et Non, mais ça, de transpercer, moi, on l'a déjà fait, ça, en hypnose, transpercer dans le bras ou un truc comme ça. Moi, on l'a déjà fait, on s'amusait à le faire. Ouais, moi je l'ai fait à travers la joue, là, les aiguilles comme ça. Oui, mais moi, je l'ai là, fait c'est à travers le la cou. catégorie au-dessus, là. À travers le cou, etc., parce que c'est les masses molles, là. Ouais. Mais là, il y a quand même des organes, hein, il y a quand même les poumons. Ouais. Là. Alors, paraît-il, il avait un nom, ce mec, j'avais retrouvé, j'avais lu son histoire. C'était un fakir, donc il était très, vraiment pour éprouver sa foi, très spiritualiste, très religieux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que il avait appris vraiment des techniques. Et l'opérateur qui lui mettait l'épée savait l'endroit où il devait passer, hein, pour pas évidemment. Alors, un truc. Attends, je vais vous le montrer. Est-ce que je l'ai Mais là, c'est pas ton truc d'auto-hypnose. Non, ah non. Ah bon. Non, là, c'était juste pour vous montrer la capacité de l'esprit sur le corps. Êtes-vous vraiment en hypnose? Je vais le vérifier. Je vous enfonce une épée. Alors, attends, est-ce que je l'ai ici?
Ah, voilà. Donc, c'est juste une stratégie que j'utilise, par exemple, pour des patients, pour leur apprendre l'auto-hypnose. Donc là, c'est une patiente, on avait fait le sevrage tabagique, etc. Et puis, du coup, de temps en temps, elle avait un peu des coups de mou, elle avait vraiment envie de fumer, ou bien elle avait besoin de se déstresser. On lui dit, bah, tiens, on va faire une séance de soins dentaires, donc classique. Et puis après, moi, j'avais appris une technique de Jerry Kine qui est très, très simple et rapide pour apprendre l'auto-hypnose à un patient. En fait, tu fais ta séance d'hypnose classique, thérapeutique, machin, peu importe. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, c'est de rendre le patient autonome. Donc là, la séance de soins, elle a duré, je ne sais pas, moi, peu importe, 30 minutes, tu vois, donc tu as quand même des bons niveaux de transe là. Et vous avez besoin d'un petit moment comme ça, vous dites, voilà, je vais aller 5 minutes, 10 minutes, pas plus, peut-être à partir des heures. Allez. Alors, le truc, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait l'émerge. Donc, elle est toujours en transe. Vous restez, puis avant qu'on parte, je vais vous expliquer comment on fait l'auto-hypnose. Vous allez voir, c'est très très simple, très facile. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, dans la journée, quand vous êtes fatigué ou un peu stressé, vous avez besoin d'un petit moment pour vous, comme ça, vous dites, voilà, je vais aller 5 minutes, 10 minutes, pas plus, peut-être à partir des heures. Allez prendre votre main, comme ça, allez-y, vous allez faire en même temps que moi, et vous allez fixer toute votre attention sur l'espace entre les doigts. Voilà. Et vous allez voir, sans rien faire, de façon totalement automatique, les doigts vont venir se rapprocher, ça va former un anneau. Au moment où l'anneau se forme, le bras reste en l'air, vous partez en hypnose, tout simplement. Voilà. Si on se relève, vous repartez. Hein? Je vais en l'air un petit instant. Ouais, mais là, elle sort de transe. Là, en fait, elle est avant l'émerge. Elle est toujours en transe, tu vois. Ça, c'est les confortablement. Et ensuite, au fur et à mesure que vous descendez dans cet état-là, le bras va redescendre de façon graduelle et progressive. Jusqu'à 3. À 3, vous pouvez ouvrir les yeux et refaire l'exercice à nouveau. 1, 2, 3. Voilà. Et vous êtes tout seul. Bien. Super. Impeccable. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez le faire une dernière fois. 1, 2, 3. Vous ouvrez les yeux. On refait le petit anneau. Vous fixez toute votre attention sur l'espace entre les doigts. Et allez-y, tout seul. Voilà, maintenant, vous avez tout compris pendant la journée, par exemple, à certains moments, vous sentez un petit peu fatigué ou stressé, vous avez besoin de vous isoler. Juste avant d'aller en hypnose, vous vous dites, je vais rester 5 minutes, maximum, 10 minutes au grand maximum. Je vais prendre des choses agréables, positives, et flotter dans cet état de détachement, de relâchement. Tout simplement, vous portez votre attention sur les doigts s'attireront, formeront un anneau. Quand les doigts se toucheront, les paupières se relâcheront et vous irez 10 fois plus vite, 10 fois plus profondément dans cet état de façon très simple. C'est un petit moment de silence pour que vous puissiez intégrer tous ces changements. J'avance un peu. À deux, vous pouvez Bon, après, je fais l'émerge direct, etc. classique. Voilà. Ça, c'est une technique qui est très, très simple. Et en fait, le pic d'hypersuggestibilité, c'est juste avant le réveil du patient.
et on fait un ancrage, on le répète 3 fois, et puis après l'émerge, on peut vérifier comme ça. Alors, n'importe quoi, hein, ça peut être la focalisation visuelle, une grande inspiration, une catalepsie des paupières. Là, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait d'avoir un mouvement idéomoteur. Donc ça, c'était pas mal, parce qu'en fait, je lui demande de fixer, fixation, donc les doigts se rapprochent, mais tout seul. Et puis après, du coup, comme elle a la catalepsie, une fois qu'elle ferme les paupières en même temps que les doigts se touchent, elle a la catalepsie. Du coup, elle attend un petit peu. Elle se donne la suggestion que plus le bras flotte tout seul, plus ça l'entraîne en transe. Et après, de la même façon, elle se donne une suggestion, plus le bras descend de façon automatique, plus elle descend progressivement à son rythme pour avoir le niveau de confort, le niveau de transe, etc., qui lui convient. Et je trouve, quel que soit le domaine, hein, tu vois, que ce soit de la douleur, du sport, du tabac, du machin, c'est toujours intéressant que le patient il reparte avec des petits outils comme ça, faciles. Et ça, tu peux le glisser à la fin de n'importe quelle séance thérapeutique. Ça te prend 3 minutes à apprendre au patient. Et c'est un super convinceur parce que comme il l'a fait 3 fois, ensuite, il s'est dit, bon, ben, c'est bon, je connais la technique, tu vois, et après, je vais pouvoir la refaire chez moi. Mais après, tu lui expliques que c'est un muscle, qu'il faut le travailler, que sinon il s'atrophie. Mais c'est une technique simple, rapide, et je pense qu'on peut utiliser facilement dans plein de situations en hypnothérapie. Voilà, voilà. Ça me fait penser à la technique de Bertrand Piccard en auto-hypnose, lui, il fait comme ça. Ouais, avec le pouce, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors lui, il racontait, c'est pareil, hein, tu vois, qu'il était vraiment nullissime en auto-hypnose et qu'il avait dû vraiment bosser pour atteindre, pour faire son Solar Impulse là. Et il racontait qu'en fait, ensuite, comme il avait droit qu'à des micro-siestes, il s'était programmé, bon déjà pour faire des micro-siestes plein de fois dans la journée, mais surtout dès que, tu sais, l'avion, il a une bascule, je crois, et dès qu'il perdait, je ne sais plus, c'était 5-6 degrés, il y avait un bip qui corrigeait. Et hop, c'était l'ancrage pour ressortir de la transe et boum, remettre l'avion. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses? Je pense qu'on a un peu fait le tour par rapport à tout ça. Donc, pour résumer, toi, Brice, si tu as un sportif qui vient te voir et qui veut faire une performance, en résumé, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, je l'adresse à Chloé parce que je lui dis je ne fais que de l'hypnothérapie dentaire. Voilà. Mais non, en résumé, moi, le premier truc, ça serait, par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à… Première chose, déjà, que du ego strengthening. Voilà, au début. C'est-à-dire que tu le fasses au début ou à la fin de la séance, peu importe. Mais l'idée, ça va être uniquement déjà d'avoir confiance. Voilà. D'avoir des stratégies aussi pour lutter contre le stress, s'il y a de la compétition qui est en jeu, etc. Et après, ça va être que des techniques de répétition, de visualisation, et qui peuvent être faits, à mon sens, de 2 façons, soit de façon totalement visuelle, c'est-à-dire imaginative, soit toute suggestion à partir du moment où elle est répétée et elle passe par le corps, elle est 2 fois plus puissante, quoi. Parce que le subconscient, c'est tout le corps et l'esprit. Donc, si tu peux même faire bouger le sujet en direct, en transe somnambulique, encore mieux, quoi. Hein, tu vois. Après, tous les sports s'y prêtent pas. Hein, mais les 3 intuitivement, tu vois. Les 3 quarts, comme tu disais, Ghislaine, le golfeur, même s'il est dans ton fauteuil, il reproduit des mouvements, etc. Tu vois. Et moi, j'ai une copine là, qui est, enfin maintenant elle est à la retraite, mais qui a été danseuse étoile. Et elle me disait qu'en fait, ils apprenaient des ballets entiers. Et je disais, mais comment vous les appreniez? Est-ce qu'il y a une façon… Moi, je suis musicien, tu vois, mais je croyais qu'il y avait des partitions, tu vois, pour les ballets. Et alors, elle me dit, il y a une technique pour répertorier russe, un truc comme ça, où on t'apprend, mais personne ne fait. Elle me dit, en fait, pas du tout. On apprenait entièrement des ballets en répétant. Et elle en connaissait, mais 200 ou 300, tu vois, en tant que danseuse étoile. Et c'est fou, hein. Tu te dis, le corps, il a quand même… C'est même pas le cerveau, c'est le corps, il a eu la mémoire Et je pense que la mémoire du subconscient, elle est infinie, tu vois, au niveau du corps.
C'est pour ça que dans les suggestions répétées, il y a des suggestions qui sont autant au niveau, j'allais dire, du mental et de l'émotionnel, que autant au niveau du corps. Ouais. C'était par exemple, bon, je me rappelle avec celle qui tire au pistolet, c'était les 3 C pour elle. C'était calme, confiante et concentrée. C'était un peu le mantra. Mais après, au niveau du corps, c'était tendu, bras tendus, verrouillé, tendu, verrouillé. Tu vois, ça correspondait à des sensations qui étaient indispensables pour elle. Et c'est pour ça que dans la répétition, il faut qu'il y ait vraiment, je pense, l'ensemble de toutes les données qui amènent la personne à la performance, autant sur le plan mental que physique. Après, un truc qui est très intéressant dans les techniques de suggestion, tu vois, et alors ça vient vraiment des techniques hellmaniennes. Dans la technique dite du compounding, il y a 2 éléments. Il y a un premier élément qui vient de l'école de Brett, ce qu'on appelle le monoïdéisme, c'est-à-dire en transe, la faculté du cerveau, c'est de se focaliser sur une seule idée et une idée unique. Alors que la conscience, elle est dispersée, il y a un flow, etc. Et la capacité de la transe, justement, c'est d'avoir le monoïdéisme, c'est-à-dire une seule suggestion. Et au plus elle est simple, au plus elle est keep it simple and short, c'est-à-dire au plus elle est simple et courte, au plus elle fonctionne. Parce que, justement, s'il y a de la confusion, si elle est longue, si elle est compliquée, il y a du facteur critique qui revient et donc il y a du conscient qui revient. Alors qu'au plus c'est automatisé, au plus c'est simple et rapide, au plus tu as la réponse subconsciente. Et après, dans ce qu'on appelle l'art de la suggestion, souvent c'est ce qu'on appelle l'acronyme SPIDER, c'est-à-dire une suggestion et une réponse du subconscient pour qu'elle soit efficace et pour que la suggestion soit acceptée, il faut que ça soit… Alors, SPIDER, c'est S, c'est simple. Donc, compréhension littérale par le subconscient. Donc, 0 technique de confusion qui ramène au contraire du facteur critique, de la conscience, machin. Ensuite, P, toujours énoncé de façon positive. I, il faut toujours qu'elle soit imagée parce que, par définition, le subconscient fonctionne avec des images, des symboles, des mythes, des métaphores, enfin, tout ce qui est imagé. D, il faut qu'elle soit directe. Ça ne sert à rien de faire des techniques indirectes. E, il faut qu'elle soit émotionnelle, qu'elle joue sur l'émotion du sujet. R, répéter. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est vrai qu'en hypnose, la répétition, c'est hyper puissant. Parce que c'est vraiment la technique, ça vient de Pavlov. Hein. Oui, et S, il faut que ça soit lié aux sensations. Parce que le subconscient, évidemment, c'est l'esprit, mais c'est surtout le corps. Et donc, du coup, quand tu fais n'importe quelle suggestion qui utilise une de ces, ou plusieurs en général, tu as des réponses. En fait, la suggestion elle devient facilement acceptée dans la mesure où la suggestion est évidemment bonne pour le sujet, raisonnable, et surtout elle est envisageable. Ouais, tu ne pourras pas faire, on va dire, d'un âne de course, un cheval de course, tu vois. Quand on fait ça, c'est un peu bizarre. Quand tu répètes tout le temps les mêmes choses, au début… Alors, ouais, moi, tu vois, par exemple, pour les techniques opératoires, je répète de plusieurs façons différentes. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle la technique du compounding, c'est-à-dire en fait, par exemple, je vais dire, tu vois, si je veux une hypnoanesthésie, je vais dire plus les sensations dans la bouche sont présentes, plus vous allez plus loin, plus bas, plus dans le confort, etc. Et s'il y aura de l'eau, des vibrations, vous irez encore plus bas, plus loin, plus profond. Et tout en continuant à tout entendre, et plus la respiration devient ample, plus vous irez plus loin. Enfin, tu vois, c'est la technique qu'on appelle funneling, c'est-à-dire c'est l'entonnoir où tu mets plein d'éléments composites, tu fais un lien pseudologique et à la fin, il faut que la suggestion, ça soit toujours la même ou qu'elle soit vraiment que tu peux attacher l'esprit à « je ne sens rien ». Ou attaché avec, par exemple, des adverbes, comme tu disais, totalement, absolument, complètement, des choses comme ça, mais on renforce. Donc, moi, l'idée que j'en ai en hypnose, c'est au plus tu fais simple, au plus c'est efficace. On s'éloigne vraiment de tout ce qui est suggestion indirecte. Et puis il y a plein d'études. Dès les années 90, tu as eu aux États-Unis des études de langue, ensuite tu as eu Edget, tu as 30 études qui te montrent l'efficacité de la suggestion directe par rapport à la suggestion indirecte. Tu vois. Et puis il faut savoir qu'on croit que, enfin, on ne va pas rentrer dans le débat, mais que les Erickson faisaient de l'indirect, alors c'est complètement faux, ils faisaient que du direct et un tout petit peu d'indirect. Et puis surtout, le problème de l'indirect, c'est que, ok, ça marche, mais quand tu es dans des niveaux de transe, pas quand tu fais de l'hypnose conversationnelle, tu vois. Il faut avoir des niveaux de transe profonds si tu veux que tu vas avoir une efficacité, sinon… C'est au contraire, moi, je trouve que c'est quelque chose qui ramène toujours du facteur critique. La personne te dit non, mais attends, prends pour un con, quoi. Tu
vois. Donc, du coup, la réponse du subconscient, tu ne l'as pas parce que tu as ramené du facteur du conscient. Donc voilà. On est en petit comité. Qu'est-ce qui vous dirait qu'on fera alors prochain truc, alors peut-être en mars, parce qu'après moi en avril j'ai le séminaire là d'hypnose, ça va un peu m'occuper. Peut-être en mars, peut-être le mois prochain. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse comme thème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées ou moi j'aimerais bien un truc vraiment pratique là. Un truc pratique. Genre, je sais pas, style les phénomènes, comment faire des phénomènes hypnotiques, par exemple. Ah oui, c'est sympa ça. Ça, c'est bien ça. Ouais. Pour apprendre à gérer la transe somnambulique, comment faire quand on n'arrive pas à les faire. Ça, c'est intéressant, je trouve. Parce que souvent, passer à l'état somnambulique surtout. Voilà, comment aller à l'état somnambulique et comment… On en avait parlé l'autre fois déjà. Ouais. On avait hésité sur le… Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Tu es toujours… Il est parti. On l'a perdu. Non, il est là. Si on fait au mois… Alors, mois d'avril, moi, je vais avoir ce séminaire à organiser, donc je vais être un peu charrette. Mars, on pourrait faire un virtual chapter, faire un truc sur les phénomènes hypnotiques. Ça peut être intéressant. Je suis désolé, j'étais appelé à… Non, je t'en prie. Oui, au mois de mars, moi, je suis partant. Oui. Allez, genre les phénomènes hypnotiques et comment les produire et puis surtout quel est leur intérêt, que ce soit en hypnose opératoire, en hypnose médicale et en hypnose thérapeutique, quoi. Je reviens dans 5 minutes. Je suis obligé je reviens dans 5 minutes. De toute façon, on va clôturer pour aujourd'hui. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette soirée. Merci. T'en prie. À bientôt. Ouais. Merci. Oui. Et ouais, ça me paraît bien. D'autant plus qu'il y a assez peu de trucs là-dessus. En thérapie, il y a le bouquin de Edgett qui est un peu la référence, là, le couple Edgett qui a été traduit en français, qui avait beaucoup publié là-dessus, mais ça c'est très, très, très ericksonien comme approche. Mais après, c'est surtout la gestion de la transe somnambulique, et à mon sens, qui est vraiment la transe la plus intéressante en hypnose, quoi. Donc, Dakodak. Dakodak. Ouais. Et la date, alors, on fait quoi? Hein? La date, on fait quoi? Je ne sais pas, écoute, on va dire… alors, attends, je regarde le calendrier. Voilà, la semaine du 7 au 13, ça m'embête. Je suis pas alors, on dit le 15. Ouais, c'est le 15, ça m'irait, moi. Je ne sais pas si… Allez, 15 mars, les phénomènes hypnotiques. Ça marche. Bon, bien. Super. Good. Bon. Passez une bonne soirée à tout le monde. Posez-vous bien. Ouais, good. Vous prenez des Tu sais, moi, je m'entraîne tous les jours avec Elman. Elman est avec moi. May the Tout le monde y be with you. Dans mon cabinet, tout le monde y a droit, de plus en plus. J'adore. Ouais. Ah ben, c'est l'induction basée que sur des phénomènes hypnotiques. Mais je m'éclate. Ouais. Vraiment. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ah ouais, je m'éclate, ouais. Mais, j'adore. Ouais. Mais non, il y a plein de trucs à faire parce que c'est un truc. Et puis surtout, l'astuce, c'est de comprendre comment les produire, mais surtout comment les gérer quand tu n'arrives pas à les faire. Voilà. Parce que ça, c'est… Mais avec toute ma mauvaise foi. Voilà, exactement. Mais en tout cas, les gens adorent, mes clients adorent, ça les épate, ils sont contents. Et j'arrivais plus à ouvrir les paupières. Ouais. Super sympa ça. Et c'est vrai qu'ils ressortent de là, ils en ont pour leur hypnose. Ouais, carrément. Et puis, ça, c'est vraiment la philosophie hellmanienne, c'est-à-dire au plus tu fais de tests, au plus tu fais de phénomènes hypnotiques, au plus ça a 3 fonctions. Déjà, ça te permet d'avoir une confirmation de ce qui se passe, de ton niveau de transe somnambulique. La deuxième fonction, c'est que quand tu fais un test, immédiatement, tu y associes une technique d'approfondissement, donc tu augmentes l'hypersuggestibilité du patient. Et la troisième fonction, c'est un super convincer, c'est une super technique de persuasion. Et le nombre de patients qui te disent je suis allé chez l'hypno, mais je ne sais pas si j'étais en hypnose parce que j'avais les yeux fermés, ils parlaient, et puis voilà. Et là, ils ne peuvent plus le dire.
une lévitation, un doigt qui bouge tout seul, ou même des trucs qui, toi, sont très simples à obtenir, ça change tout. Et comme l'hypnose est basée sur l'imagination, la croyance et la suggestion, du coup, c'est bien. Je rajouterais un 4e paramètre, c'est la métaphore. Et la métaphore, si tu veux. En thérapie, c'est quand même un point fort. Ouais. Ok, allez, on part là-dessus le 15, mardi 15 mars. C'est noté. Passez une bonne soirée à tous. Au plaisir de vous retrouver. Et on se dit à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Salut. Merci, au revoir.